Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro international de l'Essonne en auteur. La Nouvelle-Orléans est une ville qui offre une des histoires les plus riches des États-Unis. En effet, cette cité, fondée à l'embouchure du fleuve Mississippi en 1718 par le français Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville et baptisée ainsi en l'honneur du régent Philippe d'Orléans, offre un mélange unique de cultures européennes, afro-caribéennes et indiennes. Si l'on pense immédiatement à sa beauté architecturale, sa trépidation festive et sa fortune littéraire, c'est aussi une ville marquée par les catastrophes naturelles et une histoire de l'esclavage pleine de particularités. L'évocation de toute cette richesse contrastée se retrouve dans le roman de Paul Nevsky, intitulé Passé blanche de Louisiane, Caprice d'Orval Pennington, 1861-1961, publié chez Yveline Éditions. Un énigmatique narrateur ne se doute pas, en devenant propriétaire d'une maison coloniale du quartier de Marigny, de l'odyssée qu'il va faire dans l'histoire de la ville, à travers le destin de la précédente propriétaire, la mystérieuse Caprice Duval. Paul Nevsky a beaucoup de choses à nous dire sur elle, et peut-être un peu sur lui aussi. Suivez-moi. Paul Nevsky, bonjour et bienvenue dans ce numéro international de l'Essonne en auteur, et surtout merci de nous accueillir chez vous. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, en préparant cette émission, moi j'ai décidé de commencer par votre personnalité et de finir par votre personnalité. On parlera de votre livre entre ces deux extrémités. En préparant cette émission, j'ai trouvé plein de choses sur vous, sur Internet, sur vos différentes activités, etc. Et bizarrement, toutes ces informations, au lieu de m'éclairer, elles vont plus susciter un mystère. Ma première question sera assez directe. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Comment vous feriez votre portrait? Qui est Paul Nevsky? C'est une question, qui peut provoquer une réponse, qui peut provoquer plusieurs réponses, pour être honnête avec vous. Alors, je vous laisse mettre de la réponse. Alors, je me lance. Écoutez, je pense que l'identité, c'est quelque chose qui se construit tout au long d'une vie. Et puis finalement, on n'a jamais terminé. C'est quelque chose qui se redéfinit à chaque chapitre de sa vie. Donc j'aurais bien du mal à vous dire, en fait, pour condenser, qui je suis. Voilà, j'ai pas de réponse. Et chaque chose que l'on approche, chaque acte que l'on pose participe à la construction de soi-même. Voilà où j'en suis à ce jour. Alors pour quand même être un peu plus précis pour nos téléspectateurs, ma question avait un but assez généraliste à ce moment-là de l'entretien. D'abord, quelle est votre nationalité ? Je suis franco-américain. Très bien. Et alors justement, on entend que vous êtes quand même français. Quand est-ce que vous êtes venu à la Nouvelle-Orléans? Comment vous vous retrouvez franco-américain? Est-ce que vous étiez franco-américain de naissance? Non, pas du tout. J'ai grandi en France. Je suis venu ici à l'âge de 14 ans pour un échange culturel. D'accord. Je suis allé à l'école ici, entre autres. Et puis ensuite, je suis revenu en France faire mes études supérieures. Et puis, je suis revenu ici, donc. Et je suis ici donc depuis l'âge de 25 ans, 26 ans. Aujourd'hui même, donc on voit que vous vous y êtes installé, quelles sont toutes vos activités à la Nouvelle-Orléans? Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que je fais ici, j'ai créé une société donc de tourisme culturel qui organise des visites à thème. D'accord. Sur en particulier les traces de la culture française en D'accord. Louisiane, et spécialement aussi les traces de la culture africaine. Donc je dirige cette société, je conduis des visites, je fais des conférences et j'organise des événements culturels en travaillant entre autres avec des universitaires. Et accessoirement, vous êtes écrivain. Et j'écris évidemment, puisque tout ça, toutes ces conférences, toutes ces choses, ce n'est pas des choses improvisées, ce sont des projets qui demandent de la réflexion et de l'écriture, puisque évidemment tout passe par une écriture avant de le partager en tant que conférencier, oui, bien sûr. Alors justement, la transition va être très simple. La question que je voulais vous poser, c'est en dépit de ces activités ou avec ces activités, comment vous avez été amené à rédiger cet étonnant roman, on verra pourquoi je dis ça un peu plus tard dans l'entretien, intitulé Passé blanche de Louisiane. Voilà. Comment vous avez été amené à écrire ce livre? Quelle a été l'intention en écrivant ce livre? Ça a commencé en 1993
avec le rachat d'une vieille plantation en ruine qui s'appelle la plantation Laura, une plantation créole. Et donc cette fameuse Laura avait écrit ses mémoires en 1936 qui décrivaient sa vie à la plantation, mais aussi celle de sa famille. Et donc dans ce projet donc, de rachat de la plantation avec des partenaires, eh bien, n'étant pas architecte de formation, je n'ai pas été impliqué dans la restauration physique des bâtiments, mais dans la recherche. Et nous avons trouvé, entre autres, à Paris, 5000 pages de documents légaux qui ont été ramenés sur microfilm. Donc j'ai passé pendant 20 ans, si vous voulez, pas mal de temps à décrypter. C'est un investissement déjà personnel. Un investissement au niveau du temps, etc. Et puis je me suis pris au jeu aussi, il faut le dire. Donc j'ai décrypté ces 5000 pages. Et on s'est rendu compte très vite que ce que Laura, donc cette femme créole, avait bien voulu dire dans ses mémoires, eh bien, c'était loin d'être confirmé dans les 5000 pages qui venaient des archives nationales. Toujours la distorsion entre les mémoires qu'on laisse et la vérité. Voilà, l'histoire existe-t-elle? Évidemment, il y a les intermittences du cœur, il y a le regard qu'on pose sur les événements, il y a ce qu'on a entendu de telle ou telle chose et puis qui peut être déformé. Pas nécessairement d'une manière volontaire, mais donc évidemment, alors après on dit l'histoire, ça s'est passé comme ça, mais qui peut vraiment dire comment se sont passées les choses. Et donc j'ai réalisé que, donc elle avait écrit ses mémoires en 1936, que écrire ses mémoires, c'était peut-être tout simplement quelquefois redéfinir les contours de son existence pour la rendre peut-être plus correcte, moins délicate, voire peut-être moins douloureuse, ne serait-ce qu'à ses propres yeux. C'est en tout cas donc ma conviction profonde par rapport à ce travail qui nous a pris quand même 20 ans. Et puis parallèlement donc à ce travail, j'ai racheté donc cette maison et j'ai découvert la vie d'une femme qui avait vécu ici à peu près à la même époque que Laura. Et alors je ne connais pas aussi bien la vie de cette femme, mais j'en connais suffisamment pour pouvoir, si vous voulez, pour avoir essayé de confronter ces deux destins et de les faire fusionner. En un seul, d'accord. En un seul. Et donc j'ai créé une troisième femme, qui elle est un personnage de fiction. Synthèse des deux autres. Voilà, c'est des destins croisés, si vous voulez, mais j'ai fait fusionner tout ça pour créer une troisième femme, qui est une espèce de synthèse, si vous voulez, entre ces deux vies, ces deux itinéraires que je trouvais très intéressants. Alors, les mémoires de Laura, c'est une chose, mais il y avait tellement d'autres choses dont elle n'avait pas parlé dans ses mémoires que j'étais, si vous voulez, je possédais tellement d'informations que je voulais en faire quelque chose. Et je voulais raconter une histoire. Et c'est comme ça que j'ai créé donc ce personnage de Caprice Dorval Pennington, qui est une autofiction. Mais je dirais que 99% de ce qui est écrit dans ce livre est quelque chose qui a réellement pris place, qui a vraiment existé. Et alors concernant la propriétaire de cette maison, est-ce que vous connaissez son vrai nom? Est-ce que son vrai nom c'était bien Caprice Dorval Pennington? Non, c'était quelqu'un d'autre. Vous ne connaissez pas son nom? Je connais bien son nom, mais son nom n'a pas d'intérêt. D'accord. Mais j'ai voulu, si vous voulez, créer un personnage de fiction. La fiction pour moi était très importante puisque quand on rentre dans la fiction, Monsieur Cooley, on a plus de liberté que quand on reste dans l'histoire pure. L'histoire est bien limite parce qu'il y a des contraintes, il y a quelque chose. La fiction, pour moi, c'était important de poser un regard. Alors on part de quelque chose qui est réel, mais il était important de pouvoir ajouter quelque chose qui relevait de l'imaginaire. C'est pour ça que je me suis, on va dire, fourvoyé dans la fiction plutôt que de rester dans ce qui était la réalité. Et puis quand on touche à la fiction, on peut atteindre plus facilement à la vérité des choses. C'est un paradoxe, mais qui aboutit, comme vous dites, à cette forme de vérité. Alors, il y a quand même une chose qui me semble manquante, si vous le permettez, dans votre explication, c'est que vous avez bien resitué les deux destins que vous avez fusionnés en un, mais dans votre livre, puisque je vous demandais quelle a été votre intention en écrivant ce livre, vous oubliez quand même un autre personnage qui est très important, et qui n'est pas sans analogie avec vous. Donc, quelle était la dimension personnelle de votre implication, mais cette fois-ci pas seulement en tant qu'auteur? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous recherchiez, vous, en tant que personne, dans ce roman? Il est vrai que je me suis impliqué
dans ce roman, puisque je suis un des personnages du roman. Le narrateur. C'est le narrateur, voilà, c'est le narrateur, mais qui est un personnage à part entière. Bien sûr. Et que il est certain que à travers cette femme, Caprice Dorval Pennington, eh bien, le narrateur parle beaucoup de lui, naturellement. Il est quelqueois beaucoup plus facile de parler à travers le prisme d'un masque, n'est-ce pas? Bien sûr. On se laisse aller, on perd ses réticences. Et donc, il y a un effet de double jeu, de miroir entre l'homme et cette femme. Et il fait dire, c'est Pygmalion, et elle, c'est la muse. Il fait dire à sa muse beaucoup de choses que lui ne dirait pas nécessairement pour des raisons qui lui sont propres. D'accord. Alors, c'est peu de dire qu'on a adoré votre roman, parce que dans Une ville des livres, on aime très souvent relier un ouvrage et un lieu. Et avant même de conclure cette émission, je recommande vraiment votre ouvrage si on s'intéresse à la Nouvelle-Orléans. Mais surtout, j'ai vu que vous aviez fait un travail structurel extraordinaire sur ce livre, qui est une de ses curiosités. C'est-à-dire d'abord, pour résumer en un mot ce que je veux dire par là, votre roman, c'est un roman à tiroir. Bon, à la fois c'est un roman, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire. C'est aussi quelque chose qui procède, vous avez dit le mot d'ailleurs vous-même, d'une autofiction, c'est-à-dire la part qui vous est plus propre. On peut aussi dire que c'est un, comment dirais-je, un portrait de ville, parce qu'on retrouvera très bien divers aspects de la Nouvelle-Orléans à travers le temps, pratiquement depuis sa création jusqu'à nos jours. C'est aussi un livre de moraliste, parce qu'il comporte certaines réflexions. Est-ce que vous êtes d'accord avec la présentation que je fais de votre livre? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, c'est: est-ce que cette structure un peu composite, j'ai parlé de roman à tiroir, ça a été un préalable ou finalement c'est une conséquence de l'écriture qui s'est faite librement? Je pense que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire d'une manière tout à fait consciente. D'accord. Je ne voulais pas que le lecteur soit quelqu'un de passif. Je ne voulais pas que l'écrivain distille l'information et que le lecteur la reçoive. J'ai invité le lecteur dans ce livre. Des fois, c'est un labyrinthe un petit peu. On change d'époque, on change de personnage, et donc le lecteur prend part, si vous voulez. C'est pas seulement une lecture, c'est pas comme on dit du fast reading, comme on dit, n'est-ce pas? C'est pas de la. Il faut que le lecteur un petit peu travaille. Il faut que le lecteur rentre dans le jeu. Vous avez une très belle formule pour ça, je l'ai dit de mémoire. Je crois que vous avez dit dans votre livre: je ne veux pas que l'auteur digère le livre pour le lecteur, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut que le lecteur trouve sa place dans le livre. J'avais même, imaginez-vous, imaginé de mettre des pages en blanc. Des pages en blanc dans le livre, parce qu'il était important. Ce livre est comme une partition. Dans une partition de musique, vous avez des notes, il y a des blanches, il y a des noires, il y a des croches, et il y a des soupirs. Et quelquefois, dans la musique, c'est dans les soupirs que la musique, évidemment, c'est dans les silences que la musique trouve aussi sa force. Et bien, ce livre, c'est pareil. J'aurais voulu mettre plus de pages blanches pour que justement il y ait des respirations. Et ce livre, c'est aussi le miroir de la Nouvelle-Orléans. On ne pouvait pas le dissocier de l'aspect musical. D'accord. Alors ça, on y viendra, mais finalement, vous me tendez la perche pour ma question suivante. C'est qu'en plus de cette structure composite, votre livre a tout un travail visuel que j'ai rarement vu à ce point-là dans d'autres livres, m'a même fait penser parfois à quelques tentatives surréalistes. Alors ça passe par d'abord des jeux d'épigraphes dans des polices différentes. Vous jouez beaucoup avec les polices, les types de polices différents, avec des citations qui sont soit des anticipations sur le livre, soit des citations d'auteurs. Il y a des extraits de chansons, il y a énormément de photos. Là encore, quel a été pour vous l'enjeu, l'intérêt, vous venez un peu de le dire, de respiration évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux à tout ce travail formel dont parfois les auteurs se méfient d'ailleurs un petit peu, parce que un livre qui contient autre chose que de l'écriture, on se demande si on n'est pas en train un peu de duper le lecteur par un plaisir des yeux, etc. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout ce que vous avez voulu faire. Justement, qu'avez-vous voulu faire vous-même? Tout ce travail formel.
J'ai voulu faire sortir le livre de sa dimension classique et faire en quelque sorte un film en 3 dimensions avec des choses à lire, mais aussi, comme vous l'avez dit, des mots qui ont des formes, des lettres qui ont des formes un peu bizarres, Absolument. et puis du visuel. Et donc c'est vraiment comme, c'est comme un spectacle en fait, c'est pas simplement un livre, c'est un spectacle où j'invite le lecteur comme un artiste sur scène peut inviter le spectateur à rentrer dans le jeu. Donc c'est dans ce sens aussi qu'il faut envisager ce livre. C'est un objet, c'est pas seulement un livre. D'accord. Alors, bon, écoutez, j'en ai fini de vous poser des questions sur la structure du livre, et pour rentrer un peu dans son corps et pour faire comprendre quel est votre propos au lecteur, si on devait dire de 2 mots quelle est l'histoire de ce livre, en réalité, un homme contemporain, le narrateur, bon, qui n'est pas sans point commun avec vous, achète cette maison, qui est une maison coloniale, du quartier de Marigny, située, je crois qu'on peut le dire exactement, au 1905 Burgundy Street, qui est exactement votre adresse. Et à la faveur d'une rencontre fantomatique, il va se mettre à être un enquêteur de la propriétaire précédente. Et le livre va être aussi un livre finalement de l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Qu'apporte la dimension fantastique dans le projet ? Mais déjà, quand j'ai racheté cette maison, elle était en très très mauvais état, donc j'ai dû la restaurer. Et puis les gens du quartier m'ont fait vite savoir que cette maison était hantée. Alors pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose, puisque je n'étais pas vraiment, si vous voulez, je n'ai aucune croyance à ce niveau-là. Mais quand j'ai acheté cette maison, j'avais l'impression que quelque chose était mort, que quelque chose était figé. D'accord. Était figé et qu'il y avait quelque chose il y avait une énergie qui devait être renouvelée, si vous voulez. Et donc, en prenant connaissance de la vie de cette femme qui avait vécu ici, eh bien, j'ai entre autres trouvé que cette femme était morte dans cette maison, dans un incendie, puisque j'ai commencé à faire des recherches. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais ce que je savais était quand même suffisamment intéressant. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu fantastique et que j'ai voulu intégrer dans ce livre. On n'est pas dans le roman réaliste, là, ça c'est sûr, c'est sûr. Il y a un côté fantastique. Alors, d'autre part, votre roman, par le biais de la famille de l'héroïne, il va raconter l'histoire de la ville sur à peu près 3 siècles. On retrouvera le genre du portrait de ville dont on dit que le créateur du genre est Paul Morand, un auteur qui a aimé les voyages, les villes, la Nouvelle-Orléans. Et je veux lire par exemple ce que vous dites de la Nouvelle-Orléans, page 182, pour donner au lecteur évidemment la teneur de ce portrait de ville. C'était un pays de marécages, un lieu dangereux et vulnérable, régulièrement victime d'ouragans, d'inondations et d'épidémies. Les gens de là-bas avaient survécu, mais ils étaient conscients de la précarité de la vie. Ils portaient jusque sur leur visage, et avec une fierté de caste, cette fragilité, reflet de leur âme. Ces gens avaient en désespoir de cause à de nombreuses reprises remis leur destin en péril entre les mains expertes de sorciers, vaudous, de prêtresses, et croyaient par conséquent aux incantations et aux forces invisibles. Bon, c'est un texte superbe qui donne l'esprit de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que vous vivez aussi un peu, vous aviez dit tout à l'heure que vous étiez conférencier, comme un historien de la ville? Est-ce que vous vous considérez comme un historien de la ville? Non, je ne me considère pas du tout, je ne suis pas du tout historien, je suis un témoin et un passeur. C'est de cette manière que je me perçois. Mais vous avez cité ce passage qui est intéressant quant à la précarité de la ville. Je crois que pour comprendre cette ville et pour comprendre les gens qui vivent ici, il faut parler de la précarité. C'est une ville qui a toujours été frappée par les ouragans, par les tornades, une ville qui est entourée par un lac, un Mississippi qui déborde bien volontiers, des marécages. Et donc la vie n'a jamais été facile ici. Il y a toujours eu une espèce d'anxiété et qui a généré cette envie de faire la fête, qui est une espèce de réaction, si vous voulez, pour contrecarrer cette vie qui a toujours été difficile. Ici, on a toujours vécu sur le fil du rasoir. Et je pense que c'est ça qui forge le caractère des personnes qui vivent ici. Quand on grandit sur un marécage, on n'a pas l'équilibre
c'est pas inné d'avoir l'équilibre. Et donc il faut apprendre justement à vivre sur un marécage. Et donc c'est difficile. La Nouvelle-Orléans, ça n'a jamais été facile, c'est jamais gagné. Voilà, et votre livre évite absolument la carte postale. Alors j'en veux pour preuve un autre passage que je tiens vraiment à lire, parce que, bon, aujourd'hui, peut-être que l'image qu'on a de la Nouvelle-Orléans, c'est une ville sympathique, festive, voilà, on évince un petit peu des aspects moins sympathiques, enfin plus durs que vous venez d'évoquer. Et vous êtes assez critique finalement avec certains aspects festifs de la ville. Vous ne citez pas la rue, je vous ferai une proposition après, vous me direz si c'est cette rue-là que vous visiez dans ce passage, mais voilà ce que vous dites, page 63-64. Les boîtes en lisière du quartier français étaient bondées comme chaque samedi soir et les go-go danseurs faisaient des striptease au milieu d'habitués, regroupant des drag queens en robe lamée, des housing projects, statuesques improbables, répliques de Beyoncé et des notables d'Uptown, faussement égarés. Il était accompagné de leurs épouses, filles de paysans des bayous, reconverties en respectables et élégantes bourgeoises de l'avenue Saint-Charles. Ces dames étaient éméchées et plus rien ne les surprenait après quelques cocktails. Après tout, elles étaient catholiques comme leur mère et leur grand-mère. Elles avaient appris très tôt le pardon, la tolérance vis-à-vis des excès commis par les mâles de leur famille. Cette tolérance s'était transformée au fil du temps en une attitude de laisser-aller. Contrairement aux baptistes du Mississippi qui jugeaient à tort et à travers les mœurs relâchées de la Nouvelle-Orléans, tout en venant incognito s'y encanailler régulièrement pour mieux prêcher la semaine suivante, couvert de sueur et Bible sur le cœur, face à des croyants qu'ils culpabilisaient volontiers de toute perversion à venir. Quelques touristes voyeurs semblaient s'être perdus. Des putains du quartier du Trémé repéraient et racolaient des hommes d'affaires japonais, de riches Allemands en goguettes, séduits par l'exotisme et la sensualité animale d'une ville à vif, qui n'en finissaient pas de suinter le désespoir et la pauvreté. Lors des nuits chaudes, dans la moiteur tropicale de l'été, les bordels n'étaient pas difficiles à trouver, mais si certains s'amusaient, d'autres, à la même apparence d'insouciance, travaillaient dur. C'était trompeur. Mais ici, on en était au dollar près. Quelque part, pas très loin, il y avait des enfants à nourrir ou un besoin de drogue à assouvir. Rien n'était gratuit, ni le sexe, ni le poison, ni les rêves. Certains en feraient les frais. On n'était pas dans la partie de l'Amérique la plus pauvre pour rien. Bon, alors en même temps qu'on appréciera les qualités littéraires du passage, c'est un passage très critique et qui amène maintenant cette question. Je vous avais demandé si vous étiez historien de la ville, bien, mais est-ce que vous n'êtes pas peut-être surtout aussi un moraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui juge sa ville, qu'il aime, mais avec un regard un peu critique, là, comme on vient de le voir. Est-ce que vous vous voyez comme un moraliste ? Pas nécessairement. Dans ce passage, c'est pas une véritable critique. C'est plutôt l'envie, le désir de montrer l'envers de la carte postale. Et donc de montrer cette ville telle qu'elle est, telle qu'on ne la voit pas, telle qu'on ne la perçoit pas nécessairement si on s'en tient à la vitrine qu'elle offre, puisque il est facile de juger une ville par la vitrine qu'elle vous offre, mais la Nouvelle-Orléans ne se laisse pas approcher facilement. C'est une ville qui peut, voilà, sur quelques images qui sont dans l'inconscient collectif de tout le monde, eh bien, elle peut se livrer, mais en fait, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et ce passage qui parle de la tragédie de l'argent qui manque, de la drogue, des boîtes, etc., de toutes ces traditions de famille catholique, des excès par rapport justement au puritanisme qu'on trouve au Mississippi. Ici, donc, c'est une ville où les gens vivent. D'ailleurs, on dit il faut laisser les gens vivre ici. Ici, l'individu est roi quelque part. On laisse les gens vivre comme ils le veulent. Donc, il n'y a pas de jugement. Donc, je ne suis pas un moraliste. C'est simplement le désir de mettre en lumière un aspect de la ville, un aspect de la vie ici qui n'est pas nécessairement celui auquel on a accès quand on vient passer quelques jours. Et ce n'est pas du tout ce que la Nouvelle-Orléans laisse entrevoir d'elle-même dans un premier temps. Il faut un petit peu gratter, il faut aller au-delà de la vitrine. C'est ce que j'ai voulu faire. Donc le côté moraliste et le côté critique, non, ce n'est pas nécessairement dans ce sens-là que j'irai. Bien. Alors, au-delà de ce que moi j'ai présenté comme un portrait de ville, qui est une dimension importante, évidemment, votre livre est avant tout le destin d'une femme et à travers elle, quelques grands thèmes émergent que je vous propose maintenant un peu de balayer. Le premier thème, évidemment, de votre livre, c'est quand même la condition noire et l'esclavage. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, qui nous éclairera là-dessus, c'est d'abord le titre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la première partie du titre,
Passé Blanche de Louisiane. Moi, quand j'ai reçu le livre, j'ai pensé que c'était le prénom de la personne. Je ne savais pas ce que c'était. Ce n'est pas ça, en fait. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, Passé Blanche à la Nouvelle-Orléans? Un passé blanc ou une passé blanche, c'est quelqu'un qui ici a, donc une ascendance africaine, mais qui, parce que cette personne n'a pas de trait négroïde et que sa peau est claire, peut passer pour une personne de race blanche. Ce qui, évidemment, à l'époque de la ségrégation raciale, avait son importance, puisque les Noirs et les Blancs n'avaient pas du tout les mêmes droits, et tout ceci était bien sûr à l'avantage des Blancs. Et à travers ceci, j'essaye de montrer que, et on vit malheureusement dans une société qui juge de plus en plus sur la forme, sur l'apparence physique, que l'être humain est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'il montre, et que cette femme a vécu sous l'apparence d'une blanche, pour des raisons qui sont évidentes. Alors on peut juger après, a posteriori, c'est bien facile, mais il était beaucoup plus facile pour elle de vivre sous une identité de femme blanche que sous une identité de femme noire. Et donc, eh bien évidemment, elle était beaucoup plus complexe que ça. Et donc j'essaye de... Ensuite, on peut élargir évidemment à beaucoup plus de choses que ici la couleur de la peau, mais nous sommes tous beaucoup plus complexes que l'apparence que l'on veut bien donner de soi. Et c'est ce que je voulais entre autres faire voir. Ici, vous avez beaucoup de soi-disant blancs qui ont bien sûr une goutte de sang noir. Vous savez, vous avez ce proverbe créole de Louisiane qui dit que s'il fallait nourrir les gens ici à la Nouvelle-Orléans qui sont seulement de race blanche, eh bien un petit bol de riz pourrait suffire à nourrir tout l'État. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors du coup, vous abordez donc le thème de l'esclavage, et alors là j'ai été extrêmement surpris, on apprend beaucoup de choses parce que la Nouvelle-Orléans a été assez unique dans les pratiques de l'esclavage. Je ne suis pas en train de les recommander évidemment, mais est-ce que vous pouvez dire toutes les particularités de l'esclavage à la Nouvelle-Orléans? La Nouvelle-Orléans est l'histoire d'une différence. C'est une histoire qui est méconnue puisque ici vous aviez 3 classes. Il y avait une élite blanche esclavagiste, une élite noire esclavagiste et une population d'esclaves qui allait du plus clair au plus sombre de peau. Voilà. Donc il y avait des noirs esclavagistes à la Nouvelle-Orléans. Il y avait des noirs esclavagistes, il y avait des noirs qui asservissaient des noirs. Voilà. Et D'accord. donc ça c'est ce qui fait toute la différence de la ville. Encore aujourd'hui, il y a des traces de ces codes sociaux qu'on ne trouvait pas nécessairement ailleurs. Et donc voilà, ce livre parle de cette spécificité qui est une chose qui est tout à fait méconnue, oui. Et des esclaves blancs aussi, ça existait? Alors des esclaves qui étaient tellement clairs de peau qu'ils pouvaient passer pour des blancs. D'accord. Profitons-en pour faire une réflexion sur l'esclavage. Est-ce que l'esclavage qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans continue de marquer certains aspects de la ville? Par exemple, il y a un quartier qui a donné lieu à une série qui s'appelle Traîné, Trémeux. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la ville se ressent de cet esclavage? L'esclavage peut-être pas, mais la ségrégation raciale, sûrement. Elle existe toujours pour vous à la Nouvelle-Orléans? Elle n'existe plus d'une manière officielle, mais vous avez encore des gens qui vivent de nos jours et qui ont connu cette ségrégation raciale, et ça a bien sûr laissé des cicatrices. Dans ce sens-là, il peut y avoir toujours évidemment une tension raciale. D'accord. Alors, un autre grand thème de votre livre, c'est la condition féminine. Bon, on a vu déjà que le livre avait pour titre l'héroïne éponyme, mais il se concentre sur toute une série de femmes. Bon, alors je ne sais pas si parce que je suis un homme, j'ai été sensible à ça, mais j'ai trouvé que les hommes de votre livre étaient très maltraités. Pourquoi vous avez fait des portraits d'hommes aussi lamentables? Il n'y a pas un homme de votre roman pour sauver l'autre. Est-ce que c'est une vision que vous avez dans la vie de l'homme en général, d'abord? Non, pas spécialement. Ici, les femmes en Louisiane, et ça c'est un fait historique, ont toujours joué un rôle prédominant. Et ça vient du Code noir, donc d'inspiration française, qui disait que... Colbert. Voilà, tout à fait, qui disait que les femmes avaient les mêmes droits civiques que les hommes au niveau de la banque et de la propriété. Et donc les femmes ont toujours été très impliquées dans la marche des affaires. Alors, féministe ou pas, je ne sais pas, ça ne veut pas dire que je méprise le statut de l'homme, mais c'est vrai que les femmes ici ont joué un rôle tout à fait différent de ce qu'on aurait pu trouver en Géorgie, en Alabama, à la même époque, je parle de ça au XIXe siècle, avant la guerre de sécession.
Oui, alors à l'inverse, donc comme vous venez de le dire, vous avez fait des portraits de femmes extrêmement fortes et votre héroïne, bon, dont on peut quand même apprécier la durée de vie et sa place dans un axe historique, chronologique, parce qu'elle est née en 1861 et elle est morte en 1961. Bon, déjà, ça en fait une centenaire, ce qui est un phénomène singulier. Et quand on réfléchit qu'elle est donc née 10 ans avant la fin du Second Empire et qu'elle est morte quand Sylvie Vartan faisait du twist, ça laissera songeur nos téléspectateurs sur le spectre que ça couvre et la vie que ça a pu être. Je ne pense plus du tout qu'une centenaire aujourd'hui aura des changements et des bouleversements comme quelqu'un né au 19e siècle et mort dans un 20e siècle bien entamé. Alors je voudrais lire ce que vous dites de ce que votre héroïne dit pour montrer le type de femme. Je veux être libre, moderne, je veux être moi, je veux toujours plus, rien ne me suffit. Donc vous dites que finalement ces femmes fortes sont des femmes qui ont été formées à cause du Code noir et de l'incidence que ça a eu. Tout à fait, c'était aussi une époque où la Louisiane était en pleine transition. C'était une société qui changeait complètement après la guerre de sécession et donc ces femmes revendiquaient un nouveau statut, un statut qu'elles avaient fini par acquérir naturellement, mais c'était bien dans cette période des années 1870-1880 où le pays était en train de changer d'une manière tout à fait incroyable. C'était l'industrialisation du pays et c'était après la guerre de sécession où tous les codes sociaux se réinventaient. Alors, pour moi, le thème le plus fort, le troisième thème le plus fort du livre, j'ai essayé de faire un crescendo, c'est le thème de l'identité. Bon, vous en avez un peu dit quelque chose tout à l'heure, parce que cette femme finalement qui a des origines noires, mais qui apparaît blanche et qui joue sur tous ces tableaux, déjà pose la question de l'identité. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce thème à travers cette ville, à travers la ville de la Nouvelle-Orléans? Parce que d'abord j'y vis. Donc c'est déjà un premier point, parce que le thème de l'identité est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Comme je vous ai dit, l'identité est quelque chose qui n'existait pas, c'est quelque chose... l'identité, ce n'est pas une chose qui existe, c'est quelque chose qui se construit déjà à travers justement tous les actes que l'on peut poser au cours de notre existence. Et donc j'ai observé autour de moi comment les gens définissent leur identité. Elle repose sur quoi cette identité? Alors il y en a qui la font reposer sur les origines ethniques, d'autres sur la nationalité, sur l'orientation sexuelle. Il y a tout un éventail, si vous voulez, de possibilités. Et j'ai essayé à travers justement tous les personnages de ce livre, un peu comme un directeur de casting, quand j'ai créé un personnage, j'essaye de comprendre justement à partir de quoi tel ou tel personnage se construit et d'où vient cette identité. Et je passe en revue les différentes choses dont je viens de vous parler. L'identité, encore une fois, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui se construit et qui prend bien souvent toute une vie. Alors, ce thème de l'identité ne concerne pas que votre héroïne, il vous concerne vous également, puisque dans ce roman, il s'achève par une étonnante postface, où vous tombez à moitié le masque, mais dont je ne souhaite pas révéler toute la teneur. Est-ce que ce roman a aussi été pour vous un moyen de parler de vous avec pudeur? Comme je vous ai dit, écrire ses mémoires encore plus, j'en suis pas là. Mais écrire en général, je pense que c'est essayer de se redéfinir soi-même. Alors évidemment qu'on parle de soi. On ne parle que de soi quand on écrit. Et c'est ça qui est intéressant. Si on parle du vent, de l'air, c'est pas intéressant. Donc bien sûr, écrire, bien sûr que quand on écrit, on parle que de soi. On exorcise des choses, on fait ressortir des choses dont on ne parlerait pas, évidemment, dans la vie quotidienne. D'accord. Alors, comme votre héroïne et la lecture de votre postface donne l'impression d'un homme qui s'est constamment réinventé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez ce sentiment, vous, de vous être constamment réinventé? J'ai eu cette impression. La vie, c'est comme un livre. Dans un livre, vous le savez, il y a des chapitres. Oui. Quand on lit un livre, on ne peut pas relire toujours le même chapitre. Il faut bien un jour passer au chapitre suivant. D'accord. Dans ma vie, j'ai été amené à faire beaucoup de choses. Très différentes. Et donc j'ai eu plusieurs existences. Voilà. En une seule vie, j'ai eu plusieurs existences et j'ai remarqué qu'il y a un fil conducteur dans tout ce que j'ai été amené à faire professionnellement.
ce fil conducteur a fait que eh bien, j'ai toujours réutilisé, j'ai toujours recyclé ce que j'avais appris dans un certain domaine pour le chapitre suivant, si vous voulez. Et dans ce que je fais en ce moment, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas de la même manière si je n'avais pas utilisé ce que j'avais fait avant dans mes autres vies, dans mes autres chapitres. J'ai une approche tout à fait particulière. Je m'en suis rendu compte avec le recul, ce n'est pas un choix, mais j'ai beaucoup recyclé. Je pense qu'il n'y a pas de temps perdu, il n'y a pas de temps, il y a simplement du temps qui est mal digéré. Et toute expérience doit être digérée, et je pense qu'il y a quelque chose à réutiliser après pour une nouvelle aventure, oui. Eh bien, Paul Nevsky, merci de nous avoir accueillis dans votre superbe maison du quartier de Marigny, qui est aussi la maison de votre héroïne. Et je dis avec beaucoup de sincérité que votre livre est une des meilleures portes d'entrée de la littérature contemporaine sur cette ville, pas si simple à comprendre que la Nouvelle-Orléans. Nous concluons ainsi cette émission en donnant rendez-vous à nos téléspectateurs au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.